minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Le planter le bâton, ouais. Le planter, moi, le bâton, ouais. Monsieur Duss, ça ne va pas? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live proposé par La Montagne Alpinisme, le magazine de la FFCAM. Après plusieurs rencontres avec des écrivains, des éditeurs, j'ai le plaisir ce soir de recevoir un cinéaste et pas des moindres, Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, bonsoir. Bienvenue avec nous. Vous avez réalisé à peu près une trentaine de films depuis votre premier long métrage, des films qui ont été acclamés par le public, par la critique. Vous avez reçu notamment un César pour Ridicule et puis été nommé au César pour plusieurs autres longs métrages comme notamment Tandem, Le mari de la coiffeuse et puis Monsieur Hir, que j'aime particulièrement. Mais ce soir, c'est votre versant montagne qu'on va explorer ensemble, aussi bien votre rapport à la montagne que les films que vous avez tournés sur ou autour de ce milieu. Et donc, avant peut-être de parler à proprement cinéma, je sais que vous êtes plutôt originaire de la Normandie, de la Touraine. Comment avez-vous connu, découvert, pris connaissance du monde de la montagne? C'est-à-dire que toute ma famille est normande, mais j'ai passé toute mon enfance et adolescence à Tours, où il n'y a pas non plus beaucoup de montagnes. Et pour les vacances de Pâques, nos parents nous emmenaient à Argentière et nous faisions du ski. Et moi, ça me barbait beaucoup parce que j'étais très maladroit. En plus, à l'époque, je vous parle de ça, c'était il y a très longtemps. À l'époque, le matériel était assez détestable, enfin très quelconque, et c'était vraiment une tannée que de chausser des skis, chausser des chaussures de ski. C'était affreux et j'en conservais un souvenir assez navrant. Et j'avais aucune hâte de retourner à la montagne. Et donc, je n'y suis jamais retourné. Et ça n'est que longtemps après, quand on a fait les bronzés fonds du ski, que je me suis remis à aller à la montagne et à faire du ski, à découvrir le matériel nouveau, etc. Et curieusement, c'est comme si, en ne faisant pas du ski pendant des tas d'années, j'avais continué à faire des progrès. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais continué à faire du ski et que je m'étais amélioré, parce que quand je me suis retrouvé sur des skis pour les bronzés fonds du ski, je skiais un petit peu moins bien que Jean-Claude Killy, c'est entendu, mais je skiais mieux que quand j'avais abandonné le ski. J'ai pas compris ce qui s'était passé. D'accord, c'est intéressant, comme quoi on peut progresser en montagne sans aller en montagne. Oui, on peut progresser à la montagne sans aller à la montagne, mais c'est mieux quand même d'aller à la montagne. Et depuis Bronzés fonds du ski, je suis retourné régulièrement, soit avec nos filles qui adorent faire du ski, puis on s'entend bien. Enfin, je suis retourné régulièrement faire du ski, et à chaque fois, j'adore ça vraiment. Mais il y a quelque chose que j'aime au moins autant et que j'ai fréquenté assez peu souvent, c'est la montagne en dehors, c'est la montagne quand elle n'est pas enneigée. C'est la montagne au printemps et à l'été, ou même à l'automne, pourquoi pas. J'ai tourné des films publicitaires à la montagne, hors saison ski, je veux dire. Je suis allé me promener plusieurs fois à la montagne et je trouve ça assez formidable. Déjà parce que c'est beaucoup plus calme que le front de mer, parce que le front de mer, on a l'impression que les gens ont un malin plaisir à s'entasser sur 2 mètres carrés et s'empiler les uns sur les autres. Je trouve ça affreux, épouvantable. Alors que la montagne, d'abord, c'est très vaste. Il y a des chemins partout. On peut faire des balades, on peut faire du vélo, on peut faire plein de trucs à la montagne, mais vraiment plein de trucs. Et puis, il y a moins de gens Il y a moins de gens. Il y a moins de gens, oui. Et je crois aussi que dans votre enfance ou adolescence, vous aviez un petit peu découvert la montagne à travers les conférences. Si j'ai quoi, pardon? Je crois qu'un petit peu, vous aviez découvert la montagne à travers les conférences de connaissance du monde. Enfin, vous aviez croisé Gaspard Ruffard. Oui, alors je suis allé beaucoup quand j'étais provincial à Tours. Mes parents m'avaient inscrit, ils y allaient eux-mêmes, donc ils nous entraînaient. On allait
Voilà, ces conférenciers de connaissance du monde qui nous parlaient de pays lointains ou de pays plus proches, ou de la France ou de régions de France, etc. Mais je dois dire que c'était, ça ne me plaisait pas beaucoup parce que j'avais l'impression d'être à l'école, d'être encore au lycée, Ah d'avoir oui. un prof d'histoire G qui nous faisait un cours. Et je trouve que le rapport qu'on peut avoir à la montagne ou au paysage en général, est un rapport beaucoup plus subjectif, sensuel, visuel, les lumières, les odeurs, le fait d'y être vraiment. Et je ne crois pas qu'on puisse, c'est mon avis, hein, mais je ne crois pas qu'on puisse communiquer un goût de la montagne, par exemple, puisqu'on parle de montagne, avec des conférences. Des photos peut-être, des souvenirs, pourquoi pas, un peu d'écriture, oui, sans doute, mais le fait d'y être vraiment, c'est irremplaçable. D'accord, d'accord. Alors, on va voir un extrait avant de parler donc de la montagne in situ et des bronzés faits du fond du ski, un extrait justement de cours de ski une fameuse scène de votre film qu'on va nous projeter et qui va nous permettre d'aborder les bronzés fonds du ski en tant que tel. Bon, alors, à votre avis, quels sont les défauts principaux de Jean-Claude? Il est raide comme un piquet. Et puis il plante pas son bâton. Ah, et surtout très en arrière. Attention, j'ai pris de la vitesse. Fais attention, écoute. Ouais, ça peut arriver, non? Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Ah oui, Ouais. Eh bien, figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. on sait malin, c'est Non, très ça n'a malin. rien à voir avec le ski. Ce qui se passe, c'est que tu ne te sers que d'une seule jambe. J'ai l'impression que tu as eu un accident. Tu as des broches à l'autre, quelque chose, non? Non. Alors, ce que tu vas faire, tu vas retirer un de tes skis et tu vas voir que les deux jambes sont utiles. Vas-y, retire un de tes skis. C'est complètement débile, je vais me casser la gueule. Vas-y, tu vas attendre quoi? Non, mais je veux que tu le sentes. Tu vois, je vais y arriver. Attention. Tu l'as senti? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors, toi, Nathalie, t'es complètement en arrière. J'ai l'impression que tu veux pas skier. Non, c'est pas ça, c'est mes chaussures, elles sont trop grandes. Regarde. Ah Là, oui. c'est serré à fond, là. Ah bah oui, oui. Ah oui, peut-être t'auras intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous, toi. Bah, tu passeras au magasin. Bah, c'est une scène qu'on connaît tous, une scène mythique. J'avoue qu'en fait, pour préparer notre petite émission de ce soir, on n'a eu que l'embarras du choix pour trouver des scènes parce qu'on Montez votre on micro. les connaît toutes par cœur. Et c'est c'est toujours un crève-cœur de choisir une scène des bronzés. On peut en diffuser peu. Mais bon, voilà, il fallait faire des choix. Je crois que vous avez fêté à Val d'Isère, où le film a été tourné, il y a à peu près un an et demi, les 40 ans du film avec l'équipe. Vous êtes retourné à Val d'Isère. Pardon, vous pouvez répéter la fin de la question? Je crois que vous êtes retourné à Val d'Isère il y a à peu près un an et demi avec Oui, l'équipe oui, du absolument. film. Mais parce que ce film, enfin, le temps passe très vite. J'enfonce une porte ouverte, hein, c'est entendu. Mais on a tourné le film à Val d'Isère. J'étais jamais retourné à Val d'Isère parce que je ne sais pas si c'est sympathique de dire ça ou pas, mais quand je pars faire du ski, je vais à Méribel. J'adore cette station et Val d'Isère, c'est très agréable, mais bon. Et je suis retourné à Val d'Isère pour les 40 ans des bronzés fonds du ski. Donc 40 ans après, on s'est retrouvés, tout le monde n'était pas là, mais il y avait Junio, l'Hermite, Marianne Chazelle, le producteur Yves Rousserroir, et on s'est tous retrouvés parce qu'il y avait une grande fiesta pour les 40 ans des bronzés fonds du ski. Il y avait un restaurant qui avait été privatisé avec des tas de fondus, des raclettes différentes, et on a été gâtés comme c'est pas permis. En plus, il y avait des points relais où on pouvait écouter la musique. Enfin, c'était très chaleureux, c'était formidable. Mais est-ce que, quand on a tourné les bronzés fonds du ski, est-ce qu'on pouvait s'imaginer que 40 ans plus tard, le film serait toujours aussi populaire? Ça, on peut pas prévoir ces choses-là, mais c'est merveilleux quand ça arrive. Non, parce que c'est un film, je trouve, qui traverse très très bien le temps et toutes les générations se le sont appropriées. J'ai presque l'impression parfois qu'il prend un côté presque documentaire sur le monde des stations de ski. Oui, mais
il y a un truc qui nous sauve avec les bronzés et les bronzés font du ski, c'est que bon, les films sont drôles. Enfin bon, je devrais pas dire ça, mais c'est vrai que les films sont vraiment très drôles, que les comédiens, le rythme, enfin tout ça, c'est vraiment épatant. Mais surtout, on a tourné les bronzés font du ski. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Les pentes neigeuses sont toujours les pentes neigeuses, les télésièges et les télécabines sont toujours les télésièges et les télécabines, les tire-fesses aussi, les combinaisons de ski ont un peu évolué, mais on est passé de l'orange fluo au bleu pétrole, mais en gros, ce sont les mêmes combinaisons. Donc le film, visuellement, il n'est pas démodé. Parce que quand vous voyez une terrasse en altitude avec des gens qui mangent de la tarte aux myrtilles, c'est la même chose, quoi. Ça ne bouge pas. Et d'une certaine manière, quand on a fait les bronzés au club Méditerranée, enfin les bronzés le premier, ben, on est en maillot de bain en paréo avec un bord de mer, donc ça non plus, c'est indémodable. Et c'est une force inattendue, mais une force certaine d'avoir fait des films qui sont en plus indémodables parce qu'ils se situent dans un milieu qui n'a pas changé du tout. Oui. La montagne, ça n'a pas changé. D'ailleurs, vous parlez du premier bronzé, mais le point commun de ces deux longs métrages, c'est quand même à leur manière de parler du tourisme de masse quand même. C'est quelque chose qui est quand même un des sujets importants, et on voit un petit peu ce que donne ce tourisme de masse en montagne, notamment la scène du pique-nique. Quand ils balancent leur détritus après y avoir pique-niqué. C'est pareil aussi, cette approche du tourisme de masse, que ce soit en montagne ou en bord de mer, c'est quelque chose qui reste toujours une question d'actualité finalement. Oui, c'est vrai, mais ce qui est assez intemporel et assez éternel, je pense, c'est le principe même des vacances, c'est-à-dire de faire une parenthèse dans une vie urbaine, citadine, une vie de travail, et de faire une parenthèse pour aller dans un club de vacances, pour aller dévaler des pentes de ski ou autre. C'est quelque chose que tout le monde dont tout le monde a envie, dont tout le monde a besoin, mais dont tout le monde a envie. Donc d'aller au cinéma pour passer des vacances de neige, une semaine à la neige par procuration, grâce aux personnes par procuration. Et bien après, on peut y aller soi-même. C'est devenu. Je rencontre parfois des gens qui me disent, oh, mais la montagne, c'est inabordable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous allez dans un hôtel de luxe, évidemment, c'est inabordable. Mais la montagne n'est pas du tout inabordable en termes d'hébergement, de location, de remonte de pente, de forfait. Enfin, ça s'est beaucoup, et Dieu merci, ça s'est beaucoup démocratisé. Mais encore une fois, il y a toute cette question de l'afflux énorme de gens en peu de. Comment vous trouvez que cette montagne a évolué depuis que vous avez tourné le film? Est-ce que vous avez comment vous trouvez Il y a un truc très curieux, c'est que j'entends tout le temps le début de votre phrase et jamais la fin. Bon. Et je disais vous ne voulez pas commencer par la fin? on va essayer de rembobiner. Ben, ce serait bien. Comment percevez-vous l'évolution de l'attitude des gens par rapport à la montagne? Est-ce que quand même les travers qui étaient quand même pointés du doigt dans vos films, est-ce que les gens ont un petit peu amélioré, changé leur comportement, à votre avis, depuis qu'il a été tourné? Non, je suis pas sûr que les comportements aient vraiment changé, parce que le plaisir de descendre les pistes reste le même, et que ça devient. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir échapper évidemment aux vacances scolaires parce que nos filles sont grandes et donc on n'est pas tributaire des vacances scolaires, mais quand on va faire du ski hors vacances scolaires, c'est merveilleux parce qu'il y a du monde, c'est joyeux, mais au moins on peut skier sur les pistes. En revanche, au moment des vacances scolaires, je pense, pour avoir vu certaines images aux actualités, etc., je pense que c'est devenu la Concorde à l'heure de pointe, quand même. Enfin, un peu. Et en fait, le scénario était en fait une écriture collective. Le scénario des Bronzés font du ski? Oui. Alors, autant le premier Bronzé, c'était l'adaptation d'une pièce de café-théâtre qui avait été écrite par le Splendide, et là on s'était dit, on avait repris les mêmes personnages, Jean-Claude Duss, Bernard, Nathalie, Popeye, etc., et on s'était dit, on va aller au ski maintenant, sur l'initiative du producteur Yves Serrois, qui nous avait dit, on va faire une suite, on va aller à la neige. Et donc là, l'écriture a été moins collective, parce que le premier Bronzé a été écrit par nous tous ensemble, enfin on adapte eux tous surtout, et là, comme ils ne se sentaient pas capables, enfin, ils n'avaient pas très envie de se retrouver à nouveau à 6 pour écrire un truc
vierge, puisqu'ils partaient pas d'une pièce. Et donc, c'est Clavier, Lermite et Junio qui ont écrit Les bronzés fonds du ski. Chacun venant mettre son grain de sel, venant savoir où ça en était, s'intéressant à son propre personnage, enfin, ce qu'ils ont toujours fait, bien sûr. C'est facile d'écrire collectivement, c'est quelque chose qui est... Ah ben, je ne sais pas si c'est facile d'écrire collectivement, mais avec eux, c'est joyeux. Et c'est facile parce que, non, mais parce que ils sont très professionnels, très rigoureux, ils sont très rieurs, c'est entendu, ils ont des idées, des trucs, mais ça part pas dans tous les sens. C'est pas le bordel quand on écrit de structurer les choses, de faire en sorte que ça existe. Non, en plus, eux, ils ont l'habitude depuis longtemps de travailler tous ensemble. Donc, ça circule très bien. Personne ne tire la couverture. Il n'y a pas de leader ou de laisser pour compte. Non, ça tourne très, très rond. On a le sentiment dans les scènes que Thierry Lhermitte skie assez bien. C'est quelqu'un qui avait déjà une bonne expérience de skieur dans la bande. Alors, dans l'ordre sur le podium, c'est manifestement Thierry qui skie le mieux. Clavier n'est pas maladroit du tout. On pourrait les mettre un peu à égalité. Juste derrière, il y a Junio, qui est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il n'a aucun style, mais il passe partout. C'est déjà pas mal. Non, mais il ne frime pas à godiller et à dire « regardez comment je skie bien ». Moi, je skie, je passe partout, je fonce, et Junio, c'est pareil. Alors, derrière, il y a Marianne qui essaye de faire de son mieux, Michel Blanc qui n'aime pas beaucoup le ski, et Josiane Balasco qui voyait la montagne pour la première fois de sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'était jamais montée sur des skis de toute sa vie. Ah, d'accord. Donc, elle était, mais oui, c'est même pas débutante, c'était à la limite de l'enclume quand même. D'accord. Mais enfin, on s'en est servi dans le film, puisque elle n'est pas censée savoir faire du ski. Et alors, il y avait le frère de Christian Clavier, Stéphane Clavier, qui était second assistant sur ce film, et un très très bon skieur. Il était moniteur à l'école de ski de Val d'Isère. Enfin bon, c'est un skieur parfait. Donc, heureusement qu'on l'avait lui, parce que notre premier assistant, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, le premier assistant, paix à son âme, parce qu'il est décédé, ne savait pas faire de ski. Et il ne montait jamais sur les skis. Il avait des grosses moon boots et il venait nous voir et il était très désemparé parce que si vous êtes à la montagne, à la neige et que vous ne savez pas faire de ski, quand vous êtes assistant, c'est… Heureusement, il y avait Stéphane qui était là. D'accord, donc ça paraît un petit peu compliqué. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'intérêt que vous perceviez dans la montagne estivale. On va un petit peu parler d'un autre de vos films qui est Les Spécialistes. On va un petit peu voyager dans le temps. Et cette fois-ci, on va vous montrer… Ça y est, alors là, je n'entends plus rien. Et en plus, il y a des parasites. Vous n'entendez plus rien du tout, là, cette fois-ci, hein? Affreux. Je suis désolé. Affreux, mais je vous perds. On se croirait dans Urgence. On le perd. Et là, est-ce que vous m'entendez, là? Ah ben oui. Voilà, c'est revenu. Ne bougez plus. On va essayer de ne pas bouger. On est un peu dans l'espace. On est désolé pour les auditeurs. Et ça y est, vous êtes parti. Non, je ne comprends rien à votre système. Et est-ce que là, vous m'entendez toujours? Pourtant, je ne bouge rien du tout. On va donc diffuser un extrait des Spécialistes. Cette fois-ci, parler de la montagne l'été, d'un film que vous aviez tourné dans le Verdon en 86. Si peut-être on peut diffuser la bande-annonce. C'était une fois un grand méchant, très méchant, assis sur un énorme tas de billes. Bon, t'es sûr que tu veux pas aller casser un bureau de poste à Lyon, ça m'arrangerait. Pourquoi t'en connais où il y a 3 milliards à taxer? Tu peux répéter là, j'ai pas bien compris. Et tu râles tout le temps, t'es chiant, Carilla, t'es chiant. Tu m'entends? Ça va? Super. Vous êtes malade? Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus le casse à 2, mais à 3. Ah bah bravo. Alors je savais même pas qu'on le faisait à 2, moi. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi je saute. Non! Si, hé! Le premier arrivé là-haut a gagné. Regarde pas en bas. J'ai perdu.
casse-toi le nez. Mais quelle main, pauvre con, va! Mais démerde-toi, je m'en fous. Je veux pas crever du rhume d'un autre. Ça fait longtemps que vous faites équipe tous les deux? 2 jours, c'est un coup de foudre. Je n'aime pas ton circuit touristique. T'es jamais contente. Ah, mais derrière! Tu m'arraches la main, bordel! Ce que t'as dans la tête, c'est pas le casse du siècle. C'est la connerie de l'année. Quel genre de matériel? Oh, ordinateur, scanner. Pourquoi faire? Je programme un ordinateur, c'est un boulot de tronche. J'ai besoin de calme, c'est clair? T'es content? Je comprends pas, mais je suis content. Dis donc, t'as pas perdu ton temps, Toul, hein? Eh, tu voulais être à la mode en sortant, moi? Pourquoi vous l'avez engagé? Parce que c'est un spécialiste, non? Je te signale qu'on va voir toute la mafia au cul avec tes conneries. Même avec le concours de l'armée, ton casse, il est impossible. C'est parce qu'il est impossible ce casse que je veux le faire. Eh ben fais-le tout seul. Épatant, tout va bien. C'était voici des ensemble. bons souvenirs, ce tournage-là, parce que c'est un tournage très actif. En plus, avec Lanvin et Giraudot, qui étaient quand même ce qu'on avait de mieux en magasin à l'époque. Et puis, il y avait cette montagne qui n'est pas exactement de la montagne, puisque c'était tourné dans les gorges du Verdon, au-dessus de Nice. Mais c'est pour moi quand même de la montagne, bien sûr, même si c'est pas une montagne enneigée avec des télésièges l'hiver, etc. Mais c'est une montagne dans le sens où c'est vertigineux. Et on s'est bien régalé à flanquer le vertige, à avoir nous-mêmes le vertige, bien sûr. Et justement, comment, en matière de cinéma, d'abord, quelle est un petit peu l'équipe? Parce que je suppose que pour tourner sur des parois comme lesquelles, enfin, les parois sur lesquelles vous avez tourné, c'est compliqué? Quand on a fait le film, Lanvin et Giraudot, qui étaient quand même des gaillards assez musclés, en pleine forme, m'ont dit non, il n'y a pas de raison qu'on se fasse doubler pour des trucs. Donc, c'était pas pour se la jouer Belmondo, mais ils étaient capables de faire ce que je leur proposais de faire. Alors, il y a un ou deux trucs où vraiment ils ont été doublés parce que c'était pas raisonnable de leur faire prendre des risques. Mais il y avait toujours toutes les sécurités du monde, mais enfin, il fallait quand même qu'ils aient pas trop la trouille. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Bernard Giraudot était un peu matamore comme ça, parce qu'il faisait de la varap, il aimait grimper, il n'avait pas le vertige, il s'y connaissait. Alors que Lanvin, lui, est beaucoup plus timoré. Il a plus facilement le vertige. Grimper sur une paroi, ça ne l'excite pas plus que ça. Donc, c'est comme le personnage dans le film, en fait. Mais il ne s'est jamais plaint. C'est-à-dire que même quand ils étaient attachés avec les menottes, qu'à la fin de la journée, il avait le poignet en sang parce que ça tire, jamais il s'est plaint de rien du tout. Il a été incroyable, quoi, parce qu'il a fait des trucs qu'il n'aimait pas faire et je m'en suis jamais rendu compte. Et l'équipe que vous aviez avec vous, c'était des grimpeurs? Comment l'équipe de techniciens? Alors, c'est le dernier film que je n'ai pas cadré, donc il y avait un cadreur. Après, sur les films suivants, j'ai cadré moi-même parce que ça me brûlait les doigts et l'envie. Donc, il y avait un cadreur, Jean-Paul Meurice, qui était un type qui connaissait bien la montagne, qui est un cadreur de cinéma, un très bon technicien, mais qui en plus avait vraiment une connaissance de la varap, de l'escalade, des harnais de sécurité, enfin de tout ça. Et puis on était entouré évidemment d'une équipe de gens qui ne sont pas des cascadeurs, mais qui sont des gens qui étaient là pour notre sécurité, qui nous disaient là on peut mettre un câble, on va le dissimuler. Enfin, on n'est pas parti la fleur au fusil en disant on va se débrouiller tout seul. Non, on était entouré comme il faut pour qu'il n'y ait aucun risque et aucun accident possible. C'est compliqué en matière de cinéma, de prise de vue, d'inspirer le vertige au spectateur. C'est quelque chose qui était complexe en termes de c'est-à-dire que
on se rend compte d'un truc assez simple, c'est que des, des comédiens accrochés à une paroi, si vous les filmez de par en dessous, ça flanque pas la trouille. Si vous les filmez de par au-dessus, vous avez le vide derrière, d'un seul coup, vous avez la trouille. Donc, tout le temps, j'étais tout le temps au-dessus d'eux pour qu'on ait une vraie impression de distance, de vertige, de trou, de gouffre, quoi. Et en bas, là-bas, au loin, il y avait le Verdon, mais il ne s'agissait pas que le câble de sécurité se rompe, parce que là, ça aurait été une catastrophe. C'est un film qui a été un grand succès, hein. Je crois qu'il a fait plus de 5 millions d'entrées. Est-ce que c'est un petit peu aussi un tournant en matière de mise en scène pour vous? Est-ce que vous avez appris? Le film a été un succès énorme, quoi, hein. C'était parce que on avait c'est un petit peu comme si le film démodait les films d'action et d'aventure faits par Henri Verneuil ou Georges Lautner avec Delon et Belmondo. D'un seul coup, il y avait ce parfum d'une nouvelle génération, nous, et on arrivait avec des films, enfin un film, celui-là, qui, en termes de spectacle, de cascade, de scènes d'action, un film qui tenait la route, qui était enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, pardon, mais qui était réalisé comme il faut, joué comme il faut. Et donc, on est arrivé au bon moment parce qu'on a, tout en confortant le spectateur dans quelque chose de très agréable à voir, on a quand même fait souffler un air nouveau, quoi. Enfin, nouveau par la grâce des acteurs, d'une réalisation peut-être un peu plus moderne, je sais pas, mais enfin, il y avait quelque chose de novateur d'une certaine manière, de conservateur et de novateur à la fois. Il y a aussi donc le Verdon qui est presque un décor, mais presque le personnage de la première partie. C'est comme un décor en soi qui est extrêmement spectaculaire, enfin que vous rendez très bien dans ses formes, dans ses couleurs. C'est quelque chose qui est le Verdon, c'est incroyable parce que moi j'ai découvert. J'avais jamais mis les pieds dans le Verdon avant, et quand j'ai fait les repérages du film, alors on était basé à Nice, et puis on montait au Verdon, on allait voir où on pouvait tourner, et j'étais un peu affolé parce que tout est beau, quoi. C'est-à-dire que vous regardez là, alors oui, là c'est pas mal, on pourrait faire cette scène, mais là c'est bien aussi, et puis là c'est affolant. Donc ce qui nous motivait, ce qui nous dirigeait en fait, c'était surtout ce qui m'a toujours passionné, évidemment, c'était les directions de lumière. C'est-à-dire que là, à cette heure-là, le soleil sera là, donc le contre-jour sera là. C'est ça qui nous motivait le plus pour faire le film et pour décider qu'on tourne à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Mais c'est un décor incroyable. Et c'est amusant parce que longtemps après, je suis retourné faire un film dans le Verdon. Ça n'était plus avec Lanvin et Giraudot, mais c'était avec les anciens, c'était Belmondo et Delon. Le film s'appelait Une chance sur deux et Vanessa Paradis. Et on a tourné des tas de scènes très importantes dans le Verdon. Et moi, j'étais très ému, en fait, de retourner sur les lieux des spécialistes. On n'était pas pile-poil au même endroit, mais on était dans le Verdon. Vous parlez là, des lumières. Je crois que de manière générale, on en avait discuté lorsque je vous avais interviewé, là, vous portez, et en tant que cinéaste et même dans la vie, une grande attention à la lumière, et que précisément la montagne prodigue d'assez belles et d'assez intéressantes lumières. Oui, mais il y a un truc qui est merveilleux avec quand on s'intéresse à la lumière et quand on a du goût pour la montagne, c'est que la montagne, mais je ne vous apprends rien, est faite de choses cabossées un peu. La montagne, c'est un paysage cabossé, enfin plus ou moins, beaucoup plus cabossé qu'un bord de mer ou une prairie. C'est joli aussi le bord de mer et la prairie. Mais ce qui est formidable à la montagne, c'est que elle change d'aspect, elle change donc même de personnalité à chaque heure du jour et en fonction des saisons aussi. Et c'est pour ça que la montagne, mais l'hiver aussi, mais la montagne l'été, ça me plaît parce que vous avez des teintes de roches, de végétation qui changent carrément de couleur en fonction du fait que est-ce que le soleil se lève, est-ce qu'on est à midi pile. Alors aux saisons intermédiaires, le soleil est beaucoup plus bas, donc il se couche plus tôt, mais les ombres portées sont plus grandes. Enfin, c'est inépuisable de beauté changeante, tout le temps changeante. Donc pour un cinéaste, en même temps, c'est riche et ça peut être un petit peu déstabilisant parce que l'évolution de cette lumière, elle est compliquée à
à stabiliser? Enfin, c'est quelque chose Ah qui est compliqué dans les oui, alors plans, c'est ça, oui, ça peut être contraignant, mais moi, les contraintes me font pas peur. Et puis, c'est souvent les contraintes qui nous font trouver des solutions, qui nous Bien font sûr. avancer. Et donc, de se dire, bon, on va faire ce plan large là d'abord parce que le soleil est là, et puis après, on fera les gros plans en se protégeant du soleil. Enfin, c'est toute une petite gymnastique de tournage pour faire en sorte que l'on profite de la nature et de ses éclairages et que ce ne soit pas qu'une contrainte. Bien sûr. Et est-ce que vous-même, je crois, est-ce que vous avez, après le tournage des spécialistes, est-ce que vous avez même un petit peu fait l'escalade? Je crois que vous avez grimpé Ah oui, à oui, vous avez Fontainebleau raison, avec c'est marrant, Jean-Paul Meurice? parce que justement, Jean-Paul Meurice, le cadreur, varapeur, grimpeur des spécialistes, me disait, mais viens, je vais t'emmener, je vais t'apprendre à faire de la varappe. Alors je dis, mais attends, mais moi, j'y connais rien, je sais pas. Et alors, il m'a emmené sur un terrain de jeu qui est absolument génial, qui est à Fontainebleau. Il y a des rochers. Alors, c'est un peu comme un parcours de golf ou des pistes de ski. Les pistes de ski, vous avez la bleue, la verte, la rouge, vous avez la noire, vous avez le mur de bosse. Vous avez toutes les difficultés du monde. Alors, si vous êtes un bon skieur, vous prenez la noire. Puis, si vous êtes un skieur débutant, vous prenez la bleue ou la verte, je ne sais plus. Bref. Et là-bas, à Fontainebleau, il y a des parcours, rocher après rocher. Le sol est beaucoup du sable, donc si vous pétez la figure, vous tombez jamais que de 1 mètre ou 2 mètres, donc c'est pas grand-chose. Et puis au début, vous commencez par des petits parcours simples, et puis c'est déjà extrêmement gratifiant d'arriver à monter en haut du rocher. On n'est pas sur des parois de dingo, hein. C'est des espèces d'énormes blocs de rocher, puis c'est fléché, puis après le 1, vous allez au 2, puis mais c'est formidable. Ceux qui n'ont pas goûté à ça doivent s'y précipiter. Vous avez le point où il faut commencer. Alors vous regardez le rocher et vous dites, bon, alors attends, là j'ai peut-être une prise à main droite et puis je peux balancer le pied là. Mais c'est un exercice, c'est beaucoup mieux que d'aller en salle de sport, ça je vous le garantis. Et alors surtout, ce qui est assez marrant, c'est que le lendemain, des jours où j'allais faire de la varappe avec mon copain, on y allait en moto, c'était marrant. Enfin, c'est des souvenirs extra. Le lendemain des jours où j'allais faire la varappe à Fontainebleau avec mon pote, j'avais des courbatures à des muscles que je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est-à-dire qu'il y a des muscles du dos, des trucs que vous sollicitez en faisant de la varappe, c'est un exercice génial. Et ce qui est curieux, c'est que bon, il vaut mieux pas être en surpoids. C'est vrai que d'avoir il y avait à Fontainebleau un type, il n'y a pas d'âge hein, pour la varappe, il y avait un type qui était très connu, qui avait un matériel même quelconque au point de vue godasse et tout ça, il avait ses trucs, mais c'était une araignée cet homme-là, il passait n'importe où, il était connu dans la région, et tous les jours c'était son exercice à lui, il allait faire de la varappe. Et moi j'ai adoré cette période. Bon, j'ai fait d'autres trucs, donc je suis pas retourné depuis trop longtemps sans doute. Peut-être qu'il y a trop de monde maintenant, je sais pas, mais moi je me suis régalé. Et ça a duré combien de temps cette pratique de l'escalade? Vous avez fait ça plusieurs années? Je peux pas parler d'escalade, hein, parce que la varappe, c'est vraiment autre chose. L'escalade, vous êtes encordé, vous avez une sécurité, des mousquetons, des trucs. Alors que là, c'est ça qui est bien dans la varappe. Il faut juste aller dans un bon magasin de sport pour s'acheter des chaussures adéquates, parce qu'il faut pas y aller avec des tennis, Adidas, machin, etc. Il faut vraiment des chaussures qui serrent bien le pied avec une semelle très dure, des chaussures exprès pour la varappe. Mais c'est tout ce dont vous avez besoin. Et si vous avez un petit peu de magnésie, là, vous savez, pour faire les mains blanches, pour pas déraper, mais voilà. Donc le matériel pour faire de la varappe, parce que vous avez bien un vieux short et un vieux t-shirt chez vous, le matériel pour faire de la varappe, il doit à tout casser vous coûter dans les 70 €, quoi, tout compris. Et après, les parcours que vous faites à Fontainebleau, c'est pas des parcours payants. Ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment merveilleux. Alors j'ai fait ça. On y allait en semaine, parfois le week-end, mais le week-end il y avait un peu plus de monde. Donc quand on tournait pas un film, quand on était libre, on y allait en semaine et on se régalait. J'ai fait ça 2-3 ans, quoi, mais d'une manière un peu active. Et puis je suis passé à d'autres trucs. Maintenant, je fais beaucoup de vélo. C'est bien aussi. Alors, un petit peu, vous aussi parler de vos voyages. Je crois que vous avez, dans les montagnes du monde, vous avez un petit peu voyagé. Vous avez Pardon. donc vous avez un petit peu voyagé. Vous avez un petit peu découvert d'autres montagnes du monde, comme celle du Bhoutan, par exemple, où vous avez été, je crois, il y a quelques années. Hein.
Alors, j'aime de prendre un avion, d'aller dans un pays inconnu, de découvrir, d'ouvrir les yeux, les gens. Moi, je ne suis pas du tout les ruines, les vieilles pierres, les musées, ça me gave, mais à un point que vous n'imaginez pas. En revanche, la vie, la vraie vie, les rues, les gens, les lieux, les routes, les paysages, bien sûr, les lumières, n'en parlons pas. Et j'ai remarqué un truc, je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être qu'un psy pourrait m'éclairer là-dessus, mais je n'y tiens pas. J'ai remarqué que quand je suis quelque part, en France par exemple, mais dans un pays étranger aussi, s'il y a un endroit où on peut monter pour se trouver, non pas pour dominer le monde, c'est pas ça, ce serait grotesque d'interpréter ça, mais s'il y a un endroit où on peut monter, je suis le premier à monter. Et j'aime bien. Au Bhoutan, par exemple, il y a un endroit formidable. Alors, c'est une grimpette, je ne sais pas combien il y a de milliers de marches à se taper, mais ça vaut le coup parce que vous arrivez là-haut, vous êtes mort, mais vous êtes heureux. Et pour le coup, vous parlez un petit peu de vos voyages et des rencontres. Est-ce que vous avez un petit peu rencontré des peuples de montagne, des gens... Ça y est, je vous ai perdu. Ah bon, je reviens. Est-ce que vous avez un petit peu pu rencontrer des gens qui vivent en montagne? Est-ce que les montagnards sont des gens avec lesquels vous vous sentez des affinités ou pas? Alors oui, les montagnards, on ne va pas ranger tout le monde dans le même sac. Hein. C'est comme quand on dit l'espagnol est fier, l'anglais est flegmatique, on dit des bêtises. Mais c'est vrai que le montagnard les montagnards sont des gens qui ont une vie plus rugueuse, plus rude, et ça déteint d'une certaine manière sur leur caractère. Les montagnards sont rarement volubiles, c'est-à-dire qu'ils sont plus fermés. Mais l'avantage, c'est que quand ils s'entr'ouvrent et quand ils accordent leur confiance, alors à ce moment-là, ils sont d'une fidélité, d'une profondeur formidable. Et quand je suis allé, je parle encore du Bhoutan, qui est un pays quand même qui est très très montagneux, parce que c'est au pied de montagnes incroyables. Le peuple du Bhoutan a un peu en général ce caractère de peuple montagnard. Et moi, ça me déplaît pas parce que les gens qui sont trop démonstratifs, trop volubiles, ça peut être vite gonflant quand même. Alors que les montagnards, ils restent sur leur quant à soi. Ils sont pas là à vous donner des grandes bourrades dans le dos, mais il y a quelque chose de me semble-t-il, hein, c'est très subjectif, il y a quelque chose de plus sincère, plus authentique, je sais pas, oui, sans doute aussi, oui. Est-ce que l'idée aussi de parler peu, mais de parler bien, vous séduit? Enfin, l'idée d'être assez... C'est-à-dire que, vous savez, il y a des tas de gens qui sont très très bavards, comme nous en ce moment, donc on dit beaucoup de bêtises sans doute, mais et puis il y a des gens qui parlent peu, mais qui parlent à bon escient et qui emploient exactement les phrases qu'il faut et les mots qu'il faut. Et moi, j'envie beaucoup, j'admire beaucoup cette économie de communication, de vocabulaire. Ça rend pas les gens moins communicants, mais ça les rend communicants à bon escient. Et ça, je trouve ça parfait quand on a la justesse du mot, de l'expression, essayer de s'en tenir à l'essentiel. Ça, c'est formidable. Mais c'est pas facile toujours. Hein, mais... Est-ce que c'est quelque chose que d'ailleurs dans le cinéma, vous essayez de mettre en pratique, l'idée d'avoir une espèce d'économie de moyens? Oui, alors j'essaie, je fais de mon mieux. C'est vrai que le cinéma le cinéma français en tout cas, quand je vais à l'étranger, on me dit souvent ça des films français, on dit vous faites un cinéma très bavard. Et c'est vrai que le cinéma français est un cinéma assez bavard. Peut-être c'est l'héritage du théâtre, de Molière, que sais-je, mais en tout cas, c'est un cinéma qui est plus fait avec des mots qu'avec des images, enfin avec les deux bien sûr. Et j'essaye, je dis bien j'essaye parce que c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'être assez économe, le plus économe possible en termes de dialogue. J'essaye de préserver des silences, mais qui en disent long. J'essaye de suggérer avec des images. On se rend compte quand on voit certains films, mais les miens peut-être aussi bien sûr, mais on se rend compte qu'on pourrait virer la moitié des dialogues et qu'on comprendrait la même chose. Parce qu'il faut faire confiance aux acteurs, à leur regard, leur doute, on n'est pas obligé de... Souvent, les dialogues mettent un coup de stabilo sur une scène et on n'en a pas forcément besoin.
Je vous posais la question en fait en pensant notamment à Monsieur Hir, moi, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est tiré de Simenon et qui a une grande force d'expression et en même temps une grande économie de moyens, je trouve. Monsieur Hir, c'est un bon exemple. Un ami m'avait dit à l'époque, c'est ton film le plus japonais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et c'est vrai que Monsieur Hir est un film très très peu bavard, quoi. Il y a des moments où ça parle. Abondamment pour exprimer des choses secrètes, des zones d'ombre du personnage, mais il y a des tas et des tas et des tas de moments très importants où pas un mot n'est prononcé, mais avec les regards, les lumières, les silences, le désir est là. Monsieur est un film que j'aime bien parce qu'il est il dit pas beaucoup de choses, quoi. Il exprime beaucoup, oui, mais en disant le moins possible. Et sinon, vous parliez tout à l'heure de Marc. Attendez, là, il y a une ambulance qui passe sous mes fenêtres. Ah. Alors, le micro qui donne pas grand-chose, plus l'ambulance, on est largué. Ça y est, elle est partie. Bon, c'est bien, ça fait du suspense. Non, je disais, vous parliez tout à l'heure du vélo. Je crois que vous passez une partie de l'année dans la Drôme provençale. Je crois que vous passez une partie de l'année dans la Drôme provençale. Vous faites pas mal de vélo là-bas vers le Ventoux. Hein. Non, j'ai pas entendu du tout. Je disais, vous passez une partie de l'année dans la Drôme provençale. Ah oui, ça y est, j'ai entendu la Drôme provençale. Ah, oui, voilà. Une partie de l'année. Oui, oui. Et c'est une région qui vous tient à cœur? Ben, c'est une région, moi j'ai aucune... ouais, ça fait 30 ans qu'on est là-bas, dans une maison que j'adore, qui est une maison de village, très agréable, très calme. Tu sais, enfin, j'ai bien conscience d'être un privilégié. Moi, j'avais aucune attache particulière dans ce pays-là, cette région. Il se trouve que j'y ai tourné des films. Un film qui s'appelait Tango a beaucoup été tourné dans la Drôme provençale pour des histoires d'accords, de coproduction régionale et tout ça. Et moi, j'ai toujours eu du plaisir à aller vers le sud. Et la Drôme provençale, elle est chic parce qu'elle est encore à peu près préservée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Luberon. Et donc, j'aime bien me retrouver là-bas. Et quand je vous disais, j'ai tout à fait conscience d'être un privilégié, je m'en excuse pas, mais il faut juste en avoir conscience. Moi, je peux. Est-ce que j'ai besoin d'être à Montparnasse pour écrire un scénario? Oui, c'est agréable parce que j'aime bien Montparnasse, mais je peux travailler dans cette maison là-bas. Et si je me mets à dessiner ou à faire des trucs, enfin, j'ai pas forcément besoin d'être à Paris. Et donc, c'est une maison qu'on ouvre. Enfin, dans laquelle nous passons à peu près la moitié du temps, la moitié de l'année. D'accord. Et le vélo, c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est une manière. Le quoi? Autre. Le vélo, c'est une manière. Ah, le vélo, ouais, bien sûr. Ah, le vélo, ça a tout remplacé. Parce que non, mais il y a un truc, il y a un truc absolument formidable, c'est que dans les sports, par exemple, j'ai fait du tennis. Pas uniquement parce que je m'appelle Lecomte, mais j'ai fait du tennis. Et le tennis, un jour ou l'autre, vous connaissez votre niveau d'incapacité, c'est-à-dire que vous progressez plus, et puis il y a des gestes, des mauvais gestes que vous faites, et d'un seul coup, c'est une tannée, quoi, parce que vous dites, ah merde, je fais plus de progrès. Et au tennis, il vaut mieux être bon, quoi. Faire de la varap, sans doute aussi. Le vélo, j'ai découvert ça il y a déjà longtemps, bien sûr, à la campagne, du vélo de route, pas du VTT. Moi, j'aime bien tailler la route et avaler des kilomètres. Et le vélo, ce qui est formidable, c'est que bon, il faut un bon vélo, c'est entendu. Donc, ça coûte plus cher qu'une paire de chaussures pour faire de la varap, c'est vrai. Mais le vélo, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous partez quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de réserver votre route. Comme on réserve un cours de tennis, vous n'avez pas besoin d'avoir un partenaire. Vous êtes tout seul ou vous êtes avec un copain, pourquoi pas, mais moi j'aime bien faire du vélo tout seul. Vous partez à l'heure où ça vous chante, vous prenez l'itinéraire que vous voulez. Il y a un sentiment de liberté absolument formidable et qui n'est pas frelaté. Et en plus, vous faites ça à votre niveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être excellent. Vous n'avez pas besoin de faire des progrès, de faire de plus en plus de kilomètres ou de monter 3 fois le Mont Ventoux dans la journée. Bien sûr que non. Si un jour où vous êtes en petite forme, vous ne faites que 40 km. Quand vous êtes en forme, vous faites 60 km. Et puis vous pensez, et alors surtout, il y a ça qui est inappréciable, enfin oui, qui n'a vraiment pas de prix, c'est que quand on fait du vélo, on pense à plein de trucs. Parce que si vous êtes allongé à côté d'une piscine au soleil, vous vous transformez vite en huître
en mollusque, enfin, ou en limace, ce que vous voudrez. Et là, le cerveau se liquéfie. Alors qu'en vélo, ça fait circuler le sang, le cerveau est oxygéné. Et il m'est arrivé très souvent de travailler là-bas à la campagne sur un scénario, par exemple, ou un roman, enfin bref, peu importe, une écriture, et puis de tomber sur quelque chose qui coinçait, j'arrivais pas à m'en sortir, alors je laisse tomber, et puis je pars faire une grande virée en vélo, et là, et généralement on trouve les solutions. Le vélo, c'est très bien pour trouver les solutions. D'accord. Moi, j'ai eu pas mal d'écrivains qui m'ont parlé de la marche pour trouver des solutions, mais je ne savais pas que le vélo la marche, c'est bien aussi. Déclencheur. Oui, alors je suis d'accord, la marche, mais je pense que la marche, j'ai beaucoup pratiqué la marche pendant le confinement parce qu'on n'avait pas le droit de faire de vélo. On a le droit de faire rien d'ailleurs, mais on a le droit de marcher. Et donc j'ai beaucoup marché à la campagne, mais je pense que la marche, elle est plus extraordinaire à la montagne. Parce que ça monte, ça descend, on surplombe, on découvre d'un seul coup une vallée. Enfin, il y a quelque chose, le paysage change tout le temps, quoi. Alors que la marche à la campagne, que j'ai donc beaucoup pratiqué pendant le confinement, en faisant pas mal de kilomètres, bah bon, c'est des sous-bois, c'est des champs, c'est toujours un peu pareil, quoi. Ouais. Alors j'ai une question d'internaute pour vous, une question d'adaptation, une personne qui vous demande si vous avez un roman ou un récit de montagne que vous aimeriez adapter. Est-ce qu'il y a un roman ou un récit de montagne que vous aimeriez adapter au cinéma? Là, ce qui est bien, alors, c'est que j'ai pas besoin de votre micro, puisque la question s'inscrit en dessous. C'est merveilleux. Toutes vos questions auraient dû être inscrites en dessous. On n'aurait pas eu ce problème de communication. Alors, je ne connais pas de récit de montagne que j'ai envie d'adapter. Je ne connais pas bien la littérature dite montagnarde qui relate des exploits. Ce que je sais, c'est que pour avoir pratiqué un peu sur les spécialistes, par exemple, et même sur les bronzés fonds du ski, pour avoir pratiqué la montagne, je sais à quel point c'est très, très, très compliqué. C'est très long, les déplacements, assurer les trucs. Enfin, le rythme du tournage est un peu... La montagne rend le rythme du tournage un peu lent. Et moi qui suis assez actif, ce rythme-là me convient pas forcément. Donc je n'ai pas de goût immodéré pour la montagne au point de vouloir faire un film adapté d'un roman. Mais un roman adapté, j'ai adapté là en ce moment. Non, je suis parti dans d'autres trucs. Mais le dernier roman que j'ai adapté, c'est le dernier film que j'ai fait. Même si on n'est pas là pour parler des choses qui se font, je viens de tourner un film qui est l'adaptation d'un roman de Simenon. D'accord. Qui est un Maigret. D'accord. Et comment il s'intitule? Alors, le film s'appelle Maigret, tout simplement. D'accord. Et c'est adapté d'un roman de Simenon qui est vraiment formidable, qui s'appelle Maigret et la jeune morte. D'accord. Et qui incarne Maigret, pour le coup? Quel est l'acteur que vous avez choisi pour Vous voyez beaucoup d'acteurs capables d'incarner Maigret en France? Je penserais à Depardieu, peut-être? Mais il n'y a que lui. D'accord. Bon. Ok. Qui a la carrure physique, si je peux dire. Oui, la carrure, mais surtout, ce qu'il a de formidable, c'est les silences de Depardieu, l'attention qu'il porte aux autres, comme Maigret, le fait de parler peu, mais d'écouter. Et dans le film, moi, il m'a vraiment bouleversé de justesse, d'humanité. Enfin, évidemment, si je dis ça, j'ai l'air de me vanter, donc je me vante, mais on ne l'a pas vu comme ça depuis une éternité, quoi. Il est extraordinaire. D'accord. Je me souviens plus si vous aviez déjà tourné avec Depardieu. Non, c'est la première fois. On s'était frôlé plusieurs fois, puis ça s'était pas fait. Il ne faut pas se forcer à faire les choses. Et puis là, on s'est trouvé. Alors j'ai découvert, j'ignorais évidemment, qu'il était un grand admirateur de Simenon. D'accord. Et de jouer Depardieu, quand je lui ai proposé ça, il m'a dit oui, sans même lire le scénario. Enfin, bon, après, il a lu le scénario quand même. Et puis, il avait envie qu'on travaille ensemble. Mais ça a été une histoire admirable. D'accord. Et ce film sort quand maintenant? Alors, hier, j'étais à Bruxelles pour enregistrer la musique. Demain, je fais les post-synchro, donc on est en pleine post-production du film. Donc, je fais des allers-retours entre Paris, entre la campagne et Paris pour assurer la post-production. Et le film, SND, le distributeur, m'a dit l'autre jour qu'ils allaient sortir le film au premier trimestre 2022.
pour éviter, pour se sortir un peu de l'embouteillage actuel qui est très préoccupant, parce qu'il y a énormément de films, donc avec un peu de bol, au début de l'année prochaine, ce sera un peu calmé. D'accord. Je crois juste pour terminer que vous publiez aussi à la rentrée un roman chez Artaud. Écrivez votre question, parce que celle-là, j'ai rien entendu. Là, je crois qu'à la rentrée, vous publiez un roman chez Artaud. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est le deuxième roman que j'ai écrit plusieurs trucs, mais oui, c'est un roman assez court. Moi, j'ai toujours aimé faire des choses courtes. Les films sont pas très longs. Maigret, il dure 1h25, je crois. Donc, c'est parfait. Moi, j'adore la concision. Et là, ce roman s'appelle Monsieur Bouboule. C'est les rencontres les rencontres imaginaires avec un très très gros homme. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va devoir terminer. On va devoir rendre l'antenne. Voilà, on va rendre l'antenne. Écoutez, un grand merci à vous, Patrice Lecomte, pour le temps que vous avez passé avec nous ce soir. Je voulais juste rappeler qu'on peut commander en ligne. Je le montre là, voilà, le numéro de la montagne alpinisme où figure oui, très bien. Mais vous voyez ce qu'il y a sur la couverture, moi je le ferai pas. Non, mais voilà. Et puis, donner rendez-vous un petit peu à tout le monde à l'automne. On reprendra ces petits lives de la montagne alpinisme en essayant de régler ces questions de son. Et je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un excellent été et pour commencer une excellente soirée. Et un grand merci à vous encore une fois, Patrice Lecomte, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Très bien, mais je vous en prie. C'est juste dommage que j'ai été obligé de tendre l'oreille tout le temps. Bah oui, la prochaine fois, on arrange le coup à mort et on s'entendra comme si on était dans la même pièce. Exactement.